a lone explorer on a mission to reveal the grandeur of Saturn, its rings and moons. After 20 years in space, NASA's Cassini spacecraft is running out of fuel. And so, to protect moons of Saturn that could have conditions suitable for life, a spectacular end has been planned for this long-lived traveler from Earth. 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of the Cassini spacecraft on a million-mile trek to Saturn. We have cleared the tower. Its program is in. All program is in. In 2004, following a 7-year journey through the solar system, Cassini arrived at Saturn. Around to the SOI burn attitude or pointing position and light up the rockets. The spacecraft carried a passenger, the European Huygens probe, the first human-made object to land on a world in the distant outer solar system. Huygens arrival on Saturn's moon Titan. For over a decade, Cassini has shared the wonders of Saturn and its family of icy moons, taking us to astounding worlds where methane rivers run to a methane sea, where jets of ice and gas are blasting material into space from a liquid water ocean that might harbor the ingredients for life. And Saturn, a giant world ruled by raging storms and delicate harmonies of gravity. Now, Cassini has one last daring assignment. Cassini's grand finale is a brand new adventure. 22 dives through the space between Saturn and its rings. As it repeatedly braves this unexplored region, Cassini seeks new insights about the origins of the rings and the nature of the planet's interior, closer to Saturn than ever before. On the final orbit, Cassini will plunge into Saturn, fighting to keep its antenna pointed at Earth as it transmits its farewell. In the skies of Saturn, the journey ends, as Cassini becomes part of the planet itself. Les anneaux de Saturne sont comme un parfum de femme. La masse est très faible, mais la quantité d'informations est très importante. Voilà comment le regretté André Braic, le seigneur des anneaux, qui nous quittait il y a 16 mois, jour pour jour précisément, décrivait cette merveilleuse planète. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour assister en direct, tous ensemble, à l'un des derniers chapitres, pas le dernier, mais l'un des derniers chapitres de cette incroyable épopée spatiale qui a été et qui est encore la mission Cassini et qui a été la mission Cassini-Huygens, où ici même, nous avons vécu des heures incroyables il y a quelques années avec l'atterrissage inédit d'une sonde spatiale européenne à la surface de Titan. Donc cette aventure, c'est une aventure technique, scientifique, humaine avant tout. Et donc pour la retracer et pour la vivre ensemble, nous avons organisé, avec l'aide de la Cité des Sciences et de l'Industrie qui nous accueille aujourd'hui, avec le soutien de l'Agence spatiale européenne, du Centre national d'études spatiales, de l'Observatoire de Paris, du CNRS et de tout un ensemble d'autres associations, eh bien, cet événement exceptionnel avec un dispositif particulièrement exceptionnel, très impressionnant. Vous savez peut-être qu'il y a plus de 2000 scientifiques du monde entier, et c'est une première, qui ont collaboré ces 30, 40 dernières années peut-être
à la mission Cassini-Huygens qui ont été invités au Caltech, au JPL, à côté du JPL à la NASA, en Californie, pour vivre cela également. Eh bien, nous avons pu solliciter 21 spécialistes, pour l'essentiel français, planétologues, embarqués sur la mission Cassini. On va les avoir en direct, en visioconférence, et ils nous donneront leurs sentiments, leurs impressions de vivre cette aventure avec nous. On a un envoyé spécial pour faire tout cela, c'est Frédéric Castel, mais on a aussi Francis Recard du Centre national d'études spatiales, que vous connaissez bien, qui est le responsable de l'exploration du système solaire en France, qui est sur place aussi et avec lequel on pourra interagir. Et puis, ici, à Paris, un plateau également exceptionnel pour ces 4 heures, pour vivre ensemble ces 4 heures. Vous allez voir qu'il va y avoir sûrement beaucoup d'émotions. On a commencé dans l'émotion, ça va se poursuivre, je vous le garantis. Voilà, merci évidemment pour votre présence. Alors, je ne vais pas, moi, retracer ce qui va se passer, mais vous avez suivi ces derniers mois la phase finale, la préparation à cette phase finale, avec des orbites très compliquées qui vont amener, dans les minutes, dans les heures qui viennent, la sonde sur une orbite pas très agréable, puisqu'elle va croiser, elle va faire plus que croiser, elle va se précipiter sur Saturne au travers d'une manœuvre extrêmement audacieuse, et on verra pourquoi tout cela et pourquoi ce choix. Voilà, mais en disons qu'en une petite image de synthèse, voilà pourquoi on peut dire que la manœuvre est audacieuse. Ce seront les derniers instants de la sonde Cassini, et mon téléphone sonnera précisément à cette heure-là, donc ne soyez pas étonnés. J'ai laissé allumer mon téléphone sur une heure qui nous sera à tous très précieuse. Je demande à Bruno Macquart, le président d'Universcience, que j'invite à venir sur le plateau, que vous pouvez applaudir, évidemment. Merci infiniment de votre accueil. Monsieur le Président, c'est à vous. Merci à vous. Monsieur le directeur général de l'Agence spatiale européenne, cher Yann Werner, Monsieur le Président, directeur général du Centre national d'études spatiales, Jean-Yves Le Gall, Monsieur le Président de la Société astronomique de France, Monsieur Barrado, Monsieur le Président de l'Observatoire de Paris-Meudon, Claude Catala, Mesdames et Messieurs les scientifiques, au premier rang desquels Claudie Aigneret, que je salue, qui ont aidé à l'organisation de cet événement. Je pense notamment à Jean-Pierre Le Breton, responsable scientifique et technique de la mission Huygens, Mesdames, Messieurs, qui êtes dans cette salle, dans des salles à côté, dans le hall, ou bien qui nous suivez sur Internet, puisque nous avons la chance d'avoir cette possibilité. Alors, je me réjouis de vous accueillir dans ces murs, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, pour assister au plongeon de la sonde Cassini dans Saturne, comme vous venez de le dire. Cette sonde lancée il y a 20 ans et qui a débuté sa mission dans le système saturnien en 2004. Et cette sonde qui nous aura apporté des informations ô combien précieuses, alors qu'elle est finalement toute petite. Vous avez pu voir en entrant les modèles à échelle 1/4 pour la sonde et à échelle 1 pour Huygens. C'est évidemment très petit et ça nous a apporté beaucoup de choses. Alors, je vais vous dire le plaisir qui est le nôtre de vous accueillir dans un lieu qui a une histoire particulière avec l'aventure spatiale, puisque nous avons l'an dernier fêté nos 30 ans, 86 déjà, 2016. Nous avons ouvert nos portes le 13 mars 1986, pour ceux qui ne le savent pas, quelques heures seulement avant que la sonde Giotto ne survole la comète de Halley. Il s'agissait alors de la toute première mission de l'Agence spatiale européenne vers l'espace lointain. Alors vive l'Europe, puisque finalement, c'est sous son signe que nous existons. Alors depuis, nous avons eu la chance de vivre d'autres moments aussi passionnants. En janvier 2005, l'atterrissage de Huygens sur Titan. En 2014, en présence du président de la République française, celui de Philae sur Tchouri. Puis l'an dernier, c'était, on s'en souvient, la fin de la mission Rosetta. À chaque fois, vous étiez nombreux, enthousiastes et aussi émus que le sont aujourd'hui les scientifiques de cette mission. Alors, d'autres événements aussi plus récents, comme la venue de Thomas Pesquet à l'occasion de l'édition 2016 de la Fête de la Science. Vous étiez là, d'ailleurs, chers amis Johan Werner et Jean-Yves Le Gall, quelques semaines seulement avant qu'il rejoigne la Station spatiale internationale. Mais je pense aussi chaque année à la Nuit des étoiles, qui réunit ici tous les amoureux du ciel, des astres petits et grands. Nous sommes dans une maison dont l'ADN est de permettre à tous d'entreprendre le voyage dans les sciences, le voyage dans notre grand monde, donc le voyage dans l'espace.
Ce voyage est aussi possible toute l'année grâce à la Géode et puis au planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie qui est passé en 8K pour les amateurs, c'est-à-dire qui fait de cette maison l'un des 3 lieux au monde à avoir le planétarium le plus moderne. C'est assez saisissant si vous n'avez pas encore eu la chance d'assister à un spectacle du planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie, courez-y. Alors, nous allons avoir évidemment des détails dans quelques instants par les plus éminents spécialistes qui sont à nos côtés, qui soient présents dans cette salle ou bien qui soient reliés à nous par le miracle de la technique. Je les remercie chaleureusement. Ils reviendront sur les objectifs et le déroulement de cette mission. Je voudrais, pour ma part, souligner l'incroyable performance qu'elle constitue, en particulier celle du premier atterrissage extraterrestre au-delà de Jupiter sur Titan en 2005. Et puis mettre en avant la formidable aventure humaine qui a permis la réussite de cette mission. Derrière cette mission qui rassemble la NASA, l'Agence spatiale européenne, nos amis de l'Agence spatiale italienne, à l'heure où dans le concert des nations, la menace du repli sur soi n'a jamais été aussi forte, quelle belle manière de conjurer nos égoïsmes nationaux, parce que sans l'Europe, il n'y aurait pas d'espace. Je veux donc saluer, rendre hommage les centaines de scientifiques, de femmes, d'hommes, qui, au-delà des nationalités, des différences, se sont investis, on peut dire corps et âme, pour nous, dans cette mission, et parfois, pour certains, tout au long de leur carrière professionnelle. Je pense notamment à la 50aine de scientifiques françaises et français, qui se sont consacrés à la mise au point des instruments scientifiques. Nous devinons aujourd'hui, nous devinons seulement au moment où vient l'épilogue de cette formidable histoire qui aura duré 20 ans, leur fierté, mais aussi leur émotion, et cette émotion, c'est aussi la nôtre. Alors, ce qu'offre cette mission, c'est bien sûr un immense gain de connaissances pour l'humanité. Il y en aura d'autres, mais ce qu'offre cette mission, c'est aussi, et nous le savons bien ici, une grande part de rêve. Depuis des décennies, les magnifiques anneaux de Saturne peuplent nos plus beaux songes. Et grâce à vous, ils vont s'inscrire dans les années à venir plus davantage. Je vous remercie de votre attention, de votre présence ici. Et vous souhaite une belle cérémonie, en fait, puisque c'est une cérémonie Merci beaucoup. à laquelle nous allons assister. Merci infiniment. Alors, évidemment, comme tout se produit sur Saturne, mais aussi beaucoup au centre californien, au Caltech, est-ce que l'on a nos envoyés spéciaux? Frédéric Castel. Bonjour Gilles, est-ce que vous m'entendez? Ah, bien. Bonjour, messieurs, il est très tôt pour vous. Bonjour Frédéric, bonjour Francis. Bonjour à tous, nous sommes ici donc sur le campus de Caltech, comme Gilles l'a indiqué, le prestigieux California Institute of Technology. Il est effectivement 9 heures plus tôt ici, donc on est en pleine nuit. Je vous rappelle que le Caltech est tout à fait lié au Jet Propulsion Laboratory, qui est à peine à une dizaine de kilomètres. Ce JPL a été créé en 1930 par Caltech et a été intégré à la NASA en 1958. Comme disait Gilles, les scientifiques de la mission Cassini sont tellement nombreux que le JPL a dû les réunir non pas sur son site habituel, mais ici à Caltech, sur un très beau campus. Et d'ailleurs, nous tenons à remercier nous-mêmes Caltech pour nous offrir l'hospitalité. Pour parler un tout petit peu de l'atmosphère, il y a une atmosphère assez intense ici, parce qu'il y a un mélange de grande satisfaction de l'extraordinaire mission Cassini, qui depuis 13 ans tourne autour de Saturne, une solidité étonnante du vaisseau dont nous parlent les ingénieurs américains. Il y a donc cette atmosphère très particulière, un mélange de joie et de tristesse qui touche plus de 5000 personnes qui ont travaillé sur ce programme depuis des décennies. Les pilotes responsables de la navigation, comme disait un navigateur français, Jonathan Grandidier, tous restent très concentrés. Il ne peut pas être avec nous parce qu'il est devant les consoles. Parce que cette manœuvre est très délicate, il faut que Cassini soit totalement vaporisé, c'est 2500 kg de masse, et pour assurer entre autres éviter tout risque de contamination des lunes de Saturne et avec une vie terrestre. Nous sommes avec Francis Rocard, que vous voyez à l'écran, et je vais lui laisser la parole. Je vous rappelle bien sûr, même si beaucoup le connaissent, planétologue, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES, et qui est brièvement avec nous avant de rejoindre les opérations au JPL. Francis,
Pouvez-vous nous dire un tout petit peu, est-ce qu'on peut faire un premier bilan et est-ce que c'est une journée un peu particulière aujourd'hui? Alors oui, bonjour tout le monde. Il est très tôt au Caltech, mais premier bilan, oui, c'est une mission qui est certainement un énorme succès, des surprises incroyables. Je pense notamment à la découverte des geysers d'Encelade qui n'était absolument pas anticipée. La connaissance très fine que nous avons maintenant des anneaux. Quand j'ai commencé à faire de la planétologie, ils avaient 3 km d'épaisseur. Maintenant, on parle de quelques dizaines de mètres. Et leur mouvement, leur interaction avec les lunes commence à être très bien compris. Ces formes d'orgue qu'on voit sur la première image historique de Cassini, dont on pensait que c'était un fake, c'est-à-dire que c'était une fabrication, non, était naturelle. Maintenant, on sait à quoi sont dues ces ondulations très particulières qu'on a sur les anneaux. Et après, il y a eu Titan, toute cette observation de Titan avec Huygens en 2005. Et ensuite, les très nombreux survols de Cassini avec son radar et l'instrument WIMS qui permettent de voir la surface. On a découvert ces lacs de méthane et d'éthane. Vous avez vu dans le petit film tout à l'heure, on a mesuré la réflexion spéculaire dans un lac, donc on est sûr qu'il y a un liquide. Et évidemment, on a envie d'y aller pour des missions futures. Et la mission Huygens qui s'est posée en 2005 et qui a fait des mesures de la pression, de la température. L'instrument HASI, par exemple, est un instrument qui a permis indirectement, mais de façon assez convaincante, et c'est un résultat français, de déterminer qu'il y avait un océan liquide sous la glace de Titan. Et ça, c'est un résultat tout à fait important. C'est une des raisons pour lesquelles Cassini ne peut pas arriver à court de carburant et errer autour de Saturne, parce qu'on ne veut pas que Cassini tombe ni sur Titan ni sur Encelade, parce qu'il y a peut-être de la vie en dessous des croûtes de glace. Francis Rocard, quand on se promène au JPL comme à Caltech, là, avec les invités qui vont arriver dans une heure, on voit énormément de Français, aussi bien chercheurs que ingénieurs. Comment se fait-il dans l'historique du programme qu'il y ait autant de Français au JPL? Alors, nous avons en France probablement la première communauté de planétologie de l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez des PI qui proposent un instrument à la NASA, comme ça c'est fait sur Cassini? En fait, ils constituent une équipe et ils vont spontanément chercher des scientifiques français parce qu'ils savent que ces scientifiques vont avoir un apport important sur la mission. Et nous avons comme ça une 60aine de scientifiques sur à peu près tous les instruments de Cassini. On n'a pas d'instrument PI, nos instruments PI étaient sur Huygens, avec ACP d'une part, HASI, Fulchignoni qui est probablement à la Cité des Sciences. Et donc, nous avons une grande présence française qui donne beaucoup de retours scientifiques. Et ça, c'est tout à fait important. Les Américains reconnaissent notre savoir-faire pour la connaissance de l'atmosphère de Saturne, pour la connaissance de Titan. On a une grande spécialité, que ce soit à Nantes, que ce soit au LESIA, l'Observatoire de Meudon, et également sur les jets d'Encelade. Toute cette activité est très reconnue, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français sur cette mission. Juste un dernier mot avant d'ouvrir l'antenne. Francis, il y a quand même quelque chose aussi d'extraordinaire, c'est que cette mission est un modèle de coopération. Les Américains le disent, et les Européens le disent, et les Français le disent. Oui, tout à fait. C'est l'exemple même de ce qu'on voudrait faire dans le futur en termes de coopération entre la France et les États-Unis. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a deux objets avec des interfaces très simples. Donc, l'orbiteur Cassini d'une part, la sonde Huygens et un système de largage au milieu. Donc ça, c'est idéal du point de vue des ingénieurs. D'autre part, il y a eu un accord qui stipule qu'il y aurait des Européens et des Américains à la fois sur l'orbiteur et la sonde, 2 tiers, 1 tiers et 1 tiers, 2 tiers. Et cet accord a été effectivement mis en œuvre exactement comme cela, et ce qui fait que les Américains sont présents sur Huygens, et nous sommes présents, l'Europe en tout cas, est présente sur Cassini, et on aimerait refaire ce type de coopération dans le futur. On a une petite difficulté aujourd'hui, c'est que aujourd'hui l'ESA travaille sur des missions qui doivent être lancées en 2030, aujourd'hui la NASA travaille sur des missions qui doivent être lancées en 2025. Donc on a un écart de 5 ans qui complexifie un petit peu le problème. Mais on devrait pouvoir y arriver. Merci beaucoup Francis Rocard. Gilles, est-ce que vous reprenez l'antenne ou est-ce que vous avez une question? Eh bien, on va reprendre l'antenne. Merci à tous les deux, on vous libère. Merci infiniment à tous les deux. Et puis à un peu plus tard. Francis, à très bientôt aussi. Alors, en fait, Frédéric Castel a réussi à interviewer Linda Spilker,
la responsable scientifique, en fait. C'était hier, en fin d'après-midi, parce qu'elle est évidemment très, très impliquée aux opérations. Malheureusement, on n'a pas pu la voir. Donc, on va vous passer la vidéo, en fait, de cette interview extrêmement courte qui va dresser l'état des opérations. Good morning again, Linda. What represents for you the benefits of the international cooperation on such huge program as Cassini? Donc, qu'est-ce que représente en fait ce programme? Donc, des résultats évidemment fantastiques, avec une communauté internationale qui s'est unie pour cette mission. Un très grand état d'esprit de coopération internationale. Donc, avec évidemment le mix des scientifiques et des ingénieurs. Hein. Huygens was fundamental to the rest of the mission, the Cassini part. Right, the Huygens probe provided by the European Space Agency was key to understanding Titan. We actually floated down through the atmosphere of Titan, landed on the surface, and we had ground truth. We knew what that piece of Titan looked like, and then we could study the rest of Titan. L'apport de l'Europe spatiale, évidemment, a été déterminant, non seulement pour l'exploration de Titan, avec quand même la première image au sol de toute l'histoire. Something special of the 80s. Well, I'm hoping the spirit of cooperation will continue with future missions. Maybe going back to Saturn with another mission to study Enceladus. Maybe going on to Uranus and Neptune. There's such a benefit le futur nous appartient pour l'exploration de Saturne. To work together and to provide money from different sources to have an even better mission. So you have a good hope to keep the family together. Oh, absolutely. I think we'll be able to do that. Thank you so much. Very welcome. Thank you. Voilà, donc évidemment, vous l'avez compris, elle espère que tout cela se poursuive, ce type de collaboration puisse se poursuivre de façon internationale avec un rôle majeur des Européens, aussi bien en tant que contributeurs scientifiques et techniques que contributeurs financiers. Il faut le rappeler, tout cela se finance aussi. Alors, j'avais choisi ces toutes dernières images reçues il y a quelques dizaines de minutes. Vous savez que la sonde a été reprogrammée parce qu'elle n'était pas du tout conçue et programmée pour envoyer ses observations, ses relevés en temps réel vers la Terre, pardon. Aussi vers la France, mais surtout vers la Terre. Donc elle a été reprogrammée de sorte qu'elle puisse transmettre directement jusqu'à ces dernières secondes un certain nombre de données, d'abord des images, mais surtout des relevés télémétriques. On en reparlera avec Jean-Pierre Le Breton et nos autres invités. Alors, justement, parlons de nos invités. Ici, à Paris, dans quelques instants, on aura le plaisir d'accueillir Roger Maurice Bonnet, et puis Jean-Pierre Le Breton, Thérèse Encrenaz, Marcello Fucchignoni, Laurent Lamy, Olivier Vittas et Philippe Zarka, des scientifiques de l'Observatoire de Paris, souvent, mais pas seulement, des scientifiques qui travaillent pour l'Agence spatiale européenne également, et qui ont été impliqués, et on aura leurs témoignages, leurs sentiments, parce qu'évidemment, ils ont vécu parfois plusieurs décennies cette mission spatiale. N'oubliez pas, elle a été envoyée il y a tout juste 20 ans, elle a mis 7 ans de voyage, et puis finalement à peu près 13 ans, à un mois près, 13 ans d'opération sur place. Ce sont des tranches de vie, et vous imaginez l'état d'esprit de ces scientifiques qui donnent tout ce qu'ils ont de meilleur et pour obtenir un résultat final exceptionnel. Et puis donc au Caltech avec Frédéric Castel, un certain nombre aussi de scientifiques français et européens d'ailleurs, David Softwood notamment, très impliqués dans l'exploration planétaire et particulièrement dans l'exploration de Saturne et de ses satellites. Donc nous les retrouverons tout à l'heure, donc au total un dispositif de plus de 21 scientifiques là-bas, avec leurs étudiants aussi, c'est assez nouveau. On a tenu à faire finalement voyager avec nous, parmi nous, témoigner plutôt, la jeune communauté des jeunes chercheurs, parce que finalement Cassini-Huygens représentera, à ma connaissance, la seule mission spatiale où nous aurons 3 générations qui se seront succédées, des pères fondateurs, aux gens qui l'ont conçu et opéré, et à ceux maintenant qui continuent à dépouiller les données scientifiques, peut-être pour 10, 20 ou 30 ans encore, tellement la moisson a été riche.
Juste pour vous donner un ordre d'idée, plus d'1 million d'images ont été captées par la sonde Cassini. Alors je vous demande d'applaudir chaleureusement un grand monsieur de l'exploration spatiale, Roger Maurice Bonnet, qui a œuvré très très longtemps, des décennies à l'Agence spatiale européenne, et qui va venir témoigner, puisqu'il était un témoin au premier rang et un acteur, plus qu'un témoin, un acteur. Monsieur Bonnet, s'il vous plaît, c'est un grand honneur de vous accueillir parmi nous. Merci infiniment de votre présence. Merci beaucoup. Alors. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité, merci pour m'avoir introduit. Je vous suis très reconnaissant. Je voudrais saluer aussi mes grands amis, Claudie Hénuré, ici présente, le président du CNES, mon ami Jean-Yves Le Gall, et puis le directeur général de l'ESA, et puis tous les amis que j'ai connus et que j'ai rencontrés au cours de cette épopée dont nous allons dans quelques instants être témoins de la fin, une fin qui marquera l'histoire de l'exploration du système solaire et de la coopération internationale entre les États-Unis, l'Europe. La fin d'une aventure de plus de 35 ans, la fin d'un voyage de découverte et d'étonnement. Me rappelant les derniers instants de la mission Rosetta, il y a presque un an, et les larmes des ingénieurs de l'ESOC à Darmstadt, j'imagine ce que ressentent aujourd'hui, en ce moment, tous ceux, scientifiques, ingénieurs, industriels et responsables de la mission à la NASA et à l'ESA, dont des dizaines d'années de leur vie ont été associées à ce fantastique projet. Ils ont toute ma reconnaissance. Dans quelques instants, ils seront orphelins de leur mission. L'histoire du projet Cassini-Huygens n'est pas celle d'un long fleuve tranquille. C'est d'abord une histoire de scientifiques et d'ingénieurs passionnés par la plus belle planète du système solaire et de sa mystérieuse lune, Titan, voilée par une épaisse et opaque atmosphère comprenant entre 95 et 98% d'azote et quelques pourcents, jusqu'à 5% de méthane, ainsi que des traces d'éthane et d'autres hydrocarbures. S'il fallait caractériser cette mission historique par quelques mots seulement, je dirais ambition, témérité, pugnacité. Cassini-Huygens démontre, comme plusieurs de ses sœurs, mais plus encore celle-là, le rôle essentiel de l'approche du bottom-up, c'est-à-dire des idées qui viennent de la communauté scientifique, le fruit d'une ambition scientifique, des scientifiques, et non pas une invention de la bureaucratie. C'est très important. Cette volonté de mener à bien la mission s'est manifestée tout au long de son histoire et illustre une nouvelle fois l'adage que dans la recherche spatiale, il ne faut jamais se rendre devant l'adversité, never give up. Elle démontre aussi le rôle essentiel de la coopération internationale, qui lui a permis de passer avec un succès remarquable les nombreux obstacles techniques et surtout politiques qui ont marqué son développement. Un peu d'histoire maintenant. Au début des années 80, les scientifiques américains et européens sont aux aguets. Au début des observations, au début de 1980, les observations spectroscopiques à partir du sol révèlent le caractère prébiotique de l'atmosphère de Titan. Je me rappelle Thérèse Encrenaz me racontant tout ce qu'elle avait pu observer, et j'étais moi-même enthousiasmé par cette découverte et la possibilité que Titan soit recouverte de lacs d'hydrocarbures. Cela me faisait rêver comme beaucoup d'autres scientifiques. Au même moment, la communauté planétologie américaine imagine la mission CRAF, Comet Rendezvous and Asteroid Flyby, exactement ce que fera Rosetta quelques années plus tard. Dans la dynamique créée par la préparation des missions vers la comète de Halley, qui impliquait pratiquement toutes les nations spatiales du monde, et capitalisant sur les études de leur participation, hélas, pour eux abandonnée, suite à la décision de la NASA de ne pas participer à cette épopée cométaire, CRAF avait été proposé pour utiliser la plateforme Mariner Mark II, dérivée de celle des missions Voyager. Avec CRAF, les scientifiques ambitionnaient alors d'envoyer un deuxième exemplaire de cette même plateforme vers Saturne. C'était l'idée Cassini. Quasi simultanément, juste au moment de mon arrivée à l'ESA, les scientifiques européens s'étaient associés avec leurs collègues américains pour proposer une sonde sur Cassini. En
1983, juste après mon arrivée à l'Agence spatiale européenne, je lance un appel à idées en vue d'établir un programme futur de l'agence qui allait devenir, en 1984, le plan bidécennal Horizon 2000 et qui mentionnait effectivement la mission Cassini et la sonde spatiale Titan sur Cassini. C'est en 1982 que le Science Program Committee de l'ESA, le comité du programme scientifique de l'ESA, décide d'inclure ce qui s'appelait alors la Titan Probe, la sonde Titan, dans le programme scientifique de l'ESA, faisant d'elle la première mission moyenne du plan Horizon 2000. La seconde mission d'exploration de l'ESA après la sonde Giotto. J'ai parlé de la sonde la Titan Probe. Une petite anecdote, comment a-t-on baptisé la sonde de son nom Huygens? Au conseil de l'ESA, en 1993, le délégué de la Suisse, très farouchement européen, surprenant mais c'est vrai, fait part de sa frustration que la sonde ne porte pas un nom européen, identifiable. Ma fraîche lecture des travaux du Hollandais Huygens, à qui l'on doit la découverte de Titan en 1965, me permit de lui répondre en une seconde et de proposer de renommer la mission Cassini-Huygens. La délégation de la Suisse applaudit des deux mains, aussi bien que, bien sûr, la délégation des Pays-Bas. L'atout majeur de la coopération internationale doit être mentionné et rementionné dans le cadre de la mission Cassini-Huygens. Je le disais, la mission Cassini n'a pas été un long fleuve tranquille. La compétition avec Kraft, dont je parlais tout à l'heure, devenu un projet développé en coopération avec l'Allemagne, a failli coûter la vie à Cassini quand, en 1991, le budget des États-Unis attribué aux deux missions Kraft et Cassini est fortement réduit par la NASA. En avril 1992, Daniel Goldin devient le 9e administrateur de la NASA. Il a des idées très claires et très nettes et aussi une très forte capacité de décision. La Maison-Blanche lui demande de faire un choix entre les deux. À ce moment-là, Carl Sagan m'appelait toutes les semaines, plusieurs fois par jour, pour faire en sorte que les Européens se battent pour maintenir la mission Cassini dans le programme de la NASA, qui était menacée par, évidemment, la possible introduction de la mission Kraft dans ce programme. Il fallait donc intervenir auprès des États membres, du département d'État américain, ce que je faisais évidemment avec vigueur et enthousiasme. Finalement, la NASA abandonna Kraft, considéré comme trop cher, à la fois pour les Américains et pour les Allemands. Et c'est Len Fisk, l'actuel président du COSPAR, qui a eu la très désagréable tâche d'informer les scientifiques et les autorités allemandes que la mission Kraft était terminée. Mais Dan Goldin, arrivé tout frais à la NASA, promeut son approche devenue célèbre « faster, better and cheaper ». Avoir plus de science, plus de missions, mais à des prix réduits. C'est tout à fait noble. Malheureusement, Cassini-Huygens était alors la plus grosse mission de la NASA. Et elle ne répondait manifestement pas aux exigences de M. Goldin. Et une fois de plus, Cassini-Huygens était remis en cause. La communauté scientifique et internationale s'émeut et s'agite. Je me trouve naturellement impliqué dans cette tourmente de par mes fonctions. Et je propose à Jean-Marie Luton, alors le directeur général de l'ESA, d'envoyer une lettre au plus haut niveau de l'administration américaine, en l'occurrence Albert Gore, le vice-président des États-Unis. Et je lis en anglais parce que c'est sorti des archives, le draft que j'ai soumis à Jean-Marie Luton en 1994 et qui était adressé à l'honorable Albert Gore, Vice President of the United States, Old Executive Office Building, Washington, D.C., 2501, USA. Dear Mr. Vice President, I have recently received a number of disturbing reports that suggest that the continuation of the joint US-European Cassini mission could be threatened. In making the commitment to participate with the United States in 1989, ESA oriented its overall space science program in order to select this cooperative project, rather than opting for one of a number of purely European alternatives that were proposed at the same time. This decision was taken on the basis of scientific merit and in the belief that the cooperation would be of major benefit to both the United States and European scientific communities,
as well as the international science community in general. Europe therefore views any prospect of a unilateral withdrawal from the cooperation on the part of the United States as totally unacceptable. Such an action would call into question the reliability of the United States as a partner in any future major scientific and technological cooperation. Évidemment, l'histoire a fait que M. Goldin a effectivement, et le président des États-Unis, a décidé de continuer la mission. Les excellentes relations qui ont été développées entre les partenaires a été remarquable après cette petite histoire. Et je dois dire que nous avons été témoins de moments extrêmement difficiles dans le développement de cette mission, avec plusieurs crises. Mais depuis l'acceptation définitive du programme dans le programme de la NASA, la coopération a été magnifique et un exemple de la coopération internationale. Je voudrais citer aussi les excellentes relations qui se sont développées entre le directeur général de l'ESA et moi-même à ce moment-là, d'un côté, et nos équivalents à la NASA et au JPL. Sans oublier d'ailleurs l'esprit exemplaire de coopération entre les deux project scientists, les responsables du projet, Dave Mason et Jean-Pierre Le Breton, ici présents, qui ont permis de mener à bien le projet en franche amitié et en compréhension de leurs programmes respectifs. Nous en avions tous. Un point important dans cette mission, c'est le rôle fondamental de l'industrie. L'industrie, en particulier l'industrie européenne, dont je voudrais parler ici, a été un élément essentiel dans la possibilité de faire la mission Huygens. C'était l'aérospatiale à ce moment-là, dont les militaires utilisaient les compétences pour construire les cônes de rentrée atmosphérique des missiles que la force de frappe française développait. Et c'est grâce à cette expertise militaire que la sonde Huygens a pu être développée. Une autre petite anecdote, mais qui est très, très chère à mon cœur à ce moment-là, quand elle s'est produite, c'était de faire atterrir Huygens sur Titan. J'ai passé ma thèse en 1968, après avoir lancé plusieurs fusées sondes dans l'espace, à peu près 70% d'entre elles se sont écrasées au sol parce que les parachutes ne fonctionnaient pas. Donc j'avais invité les ingénieurs de Martin Bakers, la compagnie anglaise qui construisait ces parachutes, pour leur dire « Vous allez nous faire atterrir, n'est-ce pas ?» Oui, 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 oui. Ils m'ont à peu près convaincu, mais je leur ai promis que je ne boirais le champagne que le jour où que Huygens serait sur Titan. Parlons du futur maintenant. Cassini, Huygens a été avec Giotto les premiers satellites, les premiers objectifs d'une série que l'ESRO considérait comme inaccessible à l'Europe. Effectivement, elle était inaccessible parce que pour aller sur Saturne ou pour aller autour de Jupiter ou pour aller plus loin encore dans l'espace, il faut des sources d'énergie qui étaient représentées par les générateurs thermoélectriques développés par les États-Unis, dont l'Europe ne possédait aucun exemplaire d'elle-même. Donc on ne pouvait faire ces opérations qu'en coopération avec les États-Unis pour les missions lointaines. Mais avec un peu d'imagination et un peu de talent, nous avons réussi effectivement, en suivant Giotto et Huygens, développer Mars Express, Smart 1, la première mission à aller sur la Lune avec une propulsion électrique, Venus Express, Rosetta, et puis bientôt Bepi Colombo et JUICE. Donc, dans l'histoire de l'évolution de notre projet, c'est ainsi que Huygens apparaît comme étant un élément essentiel de la coopération internationale entre l'Europe et les États-Unis et a convaincu la communauté internationale américaine, mais aussi internationale, que l'Europe était capable d'aller dans l'espace et de faire des atterrissages le plus lointains qu'on ait fait jusqu'à maintenant.
l'industrie m'a récemment contacté pour me dire à quel point ils étaient émus par cet événement. Jean-Jacques de Chézel, l'ancien responsable à l'aérospatiale, et il m'a rappelé que le soir de l'atterrissage de Huygens sur Titan, nous avions évidemment, dans la joie et de la réussite, nous exultions et nous avons fait travailler nos idées pour savoir ce que l'on pourrait faire dans le futur. On voyait dans les journaux à ce moment-là des missions qui utilisaient des hélicoptères, des ballons, des avions, et tout cela dans une atmosphère une fois et demie la pression atmosphérique de celle de la Terre. C'était pas du tout idiot. Évidemment, c'est assez audacieux. Je vais terminer pour rappeler une petite, pas une anecdote, mais quelque chose qui m'a beaucoup tenu à cœur. À bord de Cassini, à bord de Huygens, pardon, juste avant le lancement, l'ESA a embarqué un petit CD-ROM sur lequel avaient été graffés plusieurs centaines de témoignages qui nous ont été fournis par les Européens et par les citoyens du monde. Ça comprenait des dessins, des peintures, des textes, des poèmes, des messages. Tout ce que l'on pouvait imaginer que l'on puisse mettre sur ce CD avait été accepté. Plusieurs de ces messages étaient d'une certaine tenue philosophique, les autres c'était un complet non-sens. Mais peu importe, parce que notre intention c'était de donner un instantané de ce que pensait la communauté internationale de l'événement de lancer Cassini à Huygens dans l'espace. Aujourd'hui, ce CD-ROM est à la surface de Titan. Il est accessible à qui voudrait venir le chercher. Peut-être avant 450 ans, je l'espère. Mais en tout cas, j'espère aussi qu'ils auront les instruments suffisamment capables de lire ce qui est sur ce CD-ROM. Nous en avons une copie évidemment gardée sur Terre au cas où les petits hommes verts de Titan auraient été maladroits dans leur manipulation de ce déchiffrage. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Jean-Pierre Le Breton. Merci infiniment pour votre témoignage. On se retrouve tout à l'heure pour un petit débat tous ensemble. Merci pour cette inspirante conclusion aussi. Ça donne de l'espoir. Effectivement, nous retournerons sûrement sur Titan et on vivra cela ici. Alors, retour au Caltech. Frédéric. Alors, nous avons avec nous David Southwood. Vous avez travaillé, David, sur la conception de Cassini-Huygens dès les années 83-84. Vous avez même participé à la construction du magnétomètre et vous travaillez d'ailleurs encore maintenant sur les données. Racontez-nous un tout petit peu, même si M. Bonnet a parlé de l'ensemble de l'approche, comment avez-vous vaincu les sceptiques les résistances d'avoir un Huygens à bord de Cassini? C'était très difficile parce que nous n'avons pas d'expérience, apparemment. Mais comme mon ami Roger Bonnet a dit, il y a des atouts militaires en Angleterre et en France. Ainsi, mais c'est difficile à expliquer ça aux nos collègues américains. Les grands problèmes sont avec les scientifiques. Nous, les Américains, nous avons fait un atterrissage à Jupiter, etc. Vous, il n'y a pas d'héritage. Mais nous avons dit, si nous le faisons en Europe, on doit avoir un grand défi technologique. C'est les buts scientifiques sont évidents, mais nous devons expliquer à nos gouvernements
les raisons technologiques pour le faire. Ainsi, nous avons demandé, nous avons insisté que nous devons avoir ce défi. Et nous avons réussi. Aujourd'hui, à cause de notre travail, nous avons un monument à la surface de Titan européen qui est le plus loin de notre planète, qui est fixe sur la surface. Moi, j'en suis très fier. On peut applaudir David Sofood. Merci beaucoup, David Sofood. Nous avons une invitée, David, on va vous laisser pour avoir Alice Le Gall, if you don't mind. Alice Le Gall, vous êtes planétologue et enseignante chercheur au LATMOS, l'université de Versailles Saint-Quentin. Vous avez travaillé sur des aspects très importants, mais la question fondamentale qu'on peut se poser, pourquoi a-t-on eu l'idée, dès le départ, d'avoir un radar sur Cassini, alors que le visuel était absolument essentiel? C'est quand même la plus belle planète à regarder. Oui, sauf qu'elle est recouverte d'une épaisse atmosphère très, très opaque. D'ailleurs, pour Titan, alors. Oui, pour Titan, bien sûr. Oui, je parle de Titan. Et qu'à la fin, que dans les années 80, quand l'idée d'une mission d'exploration de Saturne a émergé, la NASA était encore sur la frustration des missions Voyager, notamment de Voyager 1, qui étaient passées près de Titan, mais qui n'avaient rien pu voir de sa surface. Parce que en fait, la NASA n'avait pas anticipé que cette surface était si opaque. Donc évidemment, pour la prochaine mission, pour la mission Cassini, il fallait absolument embarquer un instrument capable de voir à travers le voile opaque de l'atmosphère de Titan. Et cet instrument, c'est le radar. Juste un mot, évidemment, et la logique, c'est quelles ont été effectivement les grandes découvertes? Alors, il y en a eu beaucoup, mais clairement parce que le radar, pour le radar, l'atmosphère de Titan est transparente. C'est cet instrument-là qui a réellement révélé l'extraordinaire richesse géologique de la surface de Titan. Ces dunes géantes, ces lacs, ces mers d'hydrocarbures, ces plaines, ces montagnes. Et alors, il y a tellement de découvertes, mais si je devais en choisir une, je dirais que pour moi, la plus inattendue et la plus belle, du coup, ça a été la détection, la première détection du fond d'une mer extraterrestre. C'était en 2013, en fait, lors d'une observation altimétrique. Donc, le radar regardait vraiment à la verticale de la surface, au-dessus d'une mer qui s'appelle Dija-Maré, et il a détecté un écho venant du fond de cette mer. Et de cette détection, il a pu en déduire l'épaisseur de cette mer, et il a même pu en déduire la composition. Et ça, c'était vraiment inattendu. Il y a eu d'autres observations de ce type ensuite, au-dessus d'autres mers, au-dessus d'autres lacs, et ça, c'est aussi une des forces de la mission Cassini, c'est d'avoir pu adapter au fur et à mesure les observations, au fur et à mesure que les découvertes se faisaient. Et donc au final, on peut dire que Cassini a fait de l'océanographie sur Titan, ce qui était totalement inattendu et inespéré. Juste encore un mot, Alice, il y a énormément encore de données, c'est-à-dire qu'il y a des années de travail pour toute l'équipe dont vous faites partie. Exactement, c'est un message, je pense, qu'on veut tous faire passer, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on célèbre, c'est la mort de la sonde, mais ce n'est pas la fin de la mission scientifique. On ne va plus avoir de nouvelles données, mais on a 13 ans et demi de données dont il va falloir extraire toute la richesse, toutes les informations. On en a pour, je dirais, même plusieurs décennies. L'année dernière, on a encore publié 2 papiers sur les données Huygens, hein, donc des données qui ont été acquises il y a plus de 10 ans. Ouais. Donc on a encore beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup Alice, merci beaucoup David. Merci Gilles, beaucoup. On vous rend l'antenne puisqu'on est un peu en retard sur l'horaire. Très bien. Merci beaucoup Frédéric, à tout à l'heure. Alors nous poursuivons ici à Paris et c'est à Jean-Pierre Le Breton de venir nous parler eh bien évidemment de Titan. Nous reparler de Titan, on n'en parlera jamais assez. Vous pouvez applaudir Jean-Pierre si vous vous souvenez. C'était l'un des premiers sur Titan, avec Cassini Huygens, ici même. Voilà, ici, le diaporama. Oui. Bonjour à tous. Je suis peut-être un peu ému. Bon, ma voix, c'est peut-être pas tout à fait ma bonne voix, mais bon, c'est la fin d'une belle mission. Donc, alors, je voudrais quand même dire merci à Roger
Roger Bonnet, merci, un grand merci. On a la communauté scientifique, je pense que je peux dire merci de la part de la communauté scientifique à Roger pour avoir œuvré et, disons, contourner quelques difficultés pour la mise en œuvre de cette mission et puis nous emmener jusqu'à aujourd'hui, faire un plongeon dans Saturne. Alors bien sûr, après Roger, c'était David. David, il est très fier. David Saufoud, qui a succédé à Roger Bonnet comme directeur de la science, il a aussi, bien sûr, beaucoup œuvré pour cette mission. Alors moi, je vais vous parler de... J'essaie de faire un petit résumé de ce qu'on a appris sur Titan, mais en fait, Roger en a déjà parlé un peu, Alice vient d'en parler, donc peut-être que je vais aller plus vite que prévu. Très bien. Merci. Voilà. Alors, c'est là les diapos. Alors voilà, les diapos. Voilà. Alors, je rappelle quand même que Titan, c'est la plus grosse lune de Saturne, la deuxième plus grosse lune du système solaire après Ganymède. Ganymède qui est une lune de Jupiter. Et Olivier Vittas, à la fin de cette séance, va nous parler de la mission qui va explorer Jupiter et Ganymède. 5551 km de diamètre. C'est la seule lune avec une atmosphère épaisse. Alors, on voit ici l'une des images iconiques qui a été renvoyée par Voyager. En effet, Voyager, avec ses caméras dans le visible, n'a pas pu voir la surface. Donc, elle est atmosphère épaisse, plus de 1500 km d'épaisseur, donc beaucoup plus épaisse que celle de la Terre, plus dense. La pression à la surface est 1,5 bar, une fois et demie la pression à la surface de la Terre, et l'atmosphère est opaque dans le visible. Alors, juste pour comparer, maintenant, voici une des images. Alors, ce n'est pas une image radar, c'est une image prise dans l'infrarouge, une des images, des nombreuses images que Cassini nous a renvoyées de Titan. Alors, c'est un montage, hein, ce n'est pas une seule image, c'est plusieurs images. Mais maintenant, avec Cassini, en effet, même de loin, on voit beaucoup de détails à la surface de Titan, et on voit que la surface de Titan, elle est tout à fait inhomogène. Le largage de Huygens, c'était le jour de Noël. Alors, c'était la veille de Noël aux États-Unis, le jour de Noël en France, donc le 24 ou 25 décembre 2004. Et 3 semaines plus tard, Huygens plongeait dans l'atmosphère de Titan. Alors, Huygens était conçu pour plonger et pour faire une rentrée, puis une descente en parachute. Alors, je me souviens très bien que Roger avait beaucoup d'angoisse sur les parachutes. Il nous a un peu embêtés, d'ailleurs, pendant la mise en œuvre de la mission, avec ces histoires de parachutes. Mais bon, les parachutes ont super bien fonctionné. Donc, descente de 2h30 sous 3 parachutes. Le fait qu'il y ait eu plusieurs parachutes a beaucoup angoissé Roger, c'est vrai. Et atterrissage, c'est un peu le bonus de la mission. Ce n'était pas prévu qu'on survivrait à l'atterrissage, mais en fait, Huygens a survécu pendant plusieurs heures, 3h30, et on a recueilli non seulement les données pendant toute la descente, mais aussi pendant plus d'1 heure à la surface. Et voici une illustration de Huygens, comment on imagine qu'il s'est posé à la surface. Donc c'était l'atterrissage le plus lointain dans le système solaire. C'est encore l'atterrissage le plus lointain dans le système solaire. Le premier atterrissage sur une autre lune que la nôtre. Alors quelques informations sur l'atmosphère. Donc c'est une atmosphère d'azote, principalement de l'azote, comme l'atmosphère de la Terre, avec du méthane. Et c'est vraiment le méthane, hydrocarbure le plus simple, qui donne toute sa richesse et sa complexité à l'atmosphère et à la surface de Titan. Température, moins 180 degrés. Huygens a dû fonctionner dans ces conditions extrêmes. Et la pression à la surface, 1,5 bar. Alors, comment est-ce que Huygens a dévoilé, en quelque sorte, a révélé la surface, l'atmosphère, la surface de Titan? Donc, je fais un petit montage. Alors, tout d'abord, Huygens nous a fourni, et c'est l'instrument HASI de Marcello Fulchidoni, qui est ici, qui nous a fourni un profil complet de la température, le profil de température
que vous voyez ici, le profil de température à partir de plus de 1400 km d'altitude, donc très très haut, pendant la phase, même avant la phase de rentrée. La rentrée, proprement dit, s'est passée entre 300 et 250 km. C'est là que le freinage a eu lieu. Mais bien au-delà, bien avant la rentrée, l'instrument HASI a permis de mesurer la température et le profil de température complet, donc pendant la phase de rentrée, puis pendant la phase de descente. Alors voici un extrait des panoramas qui ont été reconstruits à partir des images prises par la sonde. Alors, on regarde dans 4 directions différentes. Les premiers cadres, en haut, on est à 50 km d'altitude. On ne voit toujours pas la surface. Il a fallu descendre en dessous de 50 km sous le parachute pour commencer à distinguer la surface. Donc le deuxième panneau, on est à 35 km ou 30, puis 8, 1,5 km et enfin tout proche de la surface. Et on a vu bien sûr de plus en plus de détails à la surface jusqu'à ce que l'on voit, que l'on ait cette image. Alors cette image, c'est l'image qui a été prise après l'atterrissage. Donc l'image de la surface de Titan, prise après l'atterrissage. Voilà. Et alors, en fait, ce sont des images en noir et blanc. Alors, on a ici l'image en quelque sorte originale en noir et blanc, et elles ont été colorisées à partir de mesures d'un spectromètre qui mesurait la couleur selon une ligne en quelque sorte. On a fait l'hypothèse que la couleur était homogène, donc on a ainsi pu coloriser, et ce sont des couleurs relativement naturelles, l'image de droite. Alors, la matière à la surface, elle est constituée d'un mélange de grains de glace d'eau et de glace d'hydrocarbures. C'est toute cette matière qui se fabrique à partir de très haut dans la haute atmosphère. Et en fait, récemment, il y a un article publié très intéressant qui montre que la chimie qui fabrique tous ces composés à partir du méthane, de l'azote est vraiment extrêmement complexe, beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer. Et ces découvertes invitent vraiment à y retourner. Et j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Alors, une petite anecdote, il faut bien que j'en ai une. On voit ici le numéro 8. C'est l'un des galets. Alors, ce sont des galets de glace d'eau qui sont aussi durs que de la pierre sur Terre. Là, c'est des galets de glace d'eau. Et la légende dit que ce galet a été cassé parce que Huygens s'est d'abord posé à 5 mètres par seconde, mais posé à cet endroit, et il a légèrement glissé. Donc, la légende dit que ce galet a été cassé par Huygens. Alors, on a aussi observé des effets saisonniers sur Titan. Bon, Titan est en orbite autour de Saturne. Saturne tourne autour du Soleil en 30 ans, un peu moins. Et l'axe de rotation de Saturne sur lui-même est incliné. Donc, l'axe de Titan aussi est incliné par rapport au Soleil. Et là, on illustre entre 2007 et 2011, en passant en 2009 à l'équinoxe, où le Soleil l'éclairement du Soleil était perpendiculaire par rapport à l'équateur, donc on est passé à l'équinoxe. On illustre le changement d'inclinaison et ce qui entraîne des effets saisonniers. On a observé beaucoup d'effets saisonniers dans Titan, mais aussi dans Saturne. Alors, quelques exemples des plus belles observations. Un grand nuage. Alors, il y a grand au singulier, non, grand nuage, tu as corrigé, merci. Donc, plusieurs gros nuages, des grands nuages au pôle Nord, observation en 2006. On voit ici un autre système de nuages en blanc. C'est un autre système de nuages qui a été observé plus tard. Il y a eu beaucoup de formations nuageuses qui ont été observées. Alors, ça, ce sont des observations avec l'orbiteur, bien sûr. Et au pôle Sud, un vortex que l'on voit sous différentes couleurs. Et ici, un agrandissement du vortex. Donc, l'atmosphère de Titan, bien sûr, n'est pas aussi agitée que celle de Saturne, mais dans l'atmosphère de Titan, il y a des phénomènes météorologiques assez intenses et parfois violents. Enfin, je passe à quelques photos. Alors, ce sont des montages, des mosaïques qui ont été reconstruites à partir de nombreuses images. Ici, ce sont des images prises par la caméra
la caméra de Cassini pouvait voir dans l'infrarouge proche, et il a donc été possible de construire des photos de la surface à partir des observations par la caméra. Alors, on voit en haut à gauche les nombreux lacs qui ont été évoqués, les lacs et les mers, qui ont été évoqués par Alice. Et il y a, les lacs sont principalement au nord, il y a juste un lac au pôle sud. Alors je vais me déplacer. Il y a ici un lac, un seul, au pôle sud. Alors ça, c'est un grand mystère. Pourquoi y a-t-il autant de lacs au pôle nord et un seul au pôle sud? Et dans toute la région équatoriale, il y a des dunes, des champs de dunes qui font pratiquement le tour de la zone équatoriale. Alors, cette fois-ci, c'est une image en infrarouge, en fond, et les passages radars que Alice a mentionnés. Un passage radar décrivait en quelque sorte une bande de plusieurs milliers de kilomètres de long, quelques centaines de kilomètres de large, et petit à petit, une mosaïque qui n'est pas complète, une mosaïque radar a pu être construite de la majeure partie de la surface de Titan. La structure interne de Titan, on connaît maintenant relativement bien la structure interne. Donc, c'est une couche de glace. Sous cette couche de glace, il y a un océan d'eau liquide. Alors, la couche de glace fait environ 50 à 100 km d'épaisseur. L'océan liquide, plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Une nouvelle couche de glace et enfin le noyau rocheux. Donc, et Huygens a contribué à la détection de la couche d'eau liquide avec son instrument HASI, ça a été évoqué. Pour terminer, le futur. Alors, je ne peux pas m'empêcher de... Alors, Roger a déjà évoqué le futur. En effet, et peut-être Gilles aussi, on a beaucoup étudié depuis l'arrivée de Cassini-Huygens. On a beaucoup étudié la communauté européenne, américaine, parfois ensemble, parfois séparément. De nombreuses missions ont été étudiées pour retourner vers Titan. Alors, en effet, on pense y retourner avec un orbiteur, mettre un orbiteur autour de Titan, y envoyer une montgolfière. Alors cette étude de montgolfière avait d'ailleurs été faite en collaboration étroite entre le JPL et le CNES. Y envoyer un radeau sur un lac ou sur l'un des lacs, il y a de nombreuses possibilités. Y envoyer des avions. Et tout récemment, alors là, cette diapo, ou un ballon, cette diapo n'est pas tout à fait à jour puisqu'il y a récemment eu une proposition de drone. Une mission qui est un gros drone, en quelque sorte, elle s'appelle Dragonfly, qui enverrait un drone qui se poserait à la surface de Titan, qui ferait ses prélèvements, qui irait voler plus loin. Donc, Titan nous inspire la communauté scientifique, et je ne peux que rêver qu'un jour, je ne sais pas si c'est demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura une nouvelle mission qui nous enverra explorer de nouveau ce monde vraiment extraordinaire qu'est Titan. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Très bien, parfait. On se retrouve tout à l'heure pour une table ronde. Merci infiniment pour ce témoignage. Effectivement, vous vous souvenez, nous avons vécu ça ici même en direct à la Cité des Sciences. J'en profite pour dire d'ailleurs que nous avons des tweetos, donc n'hésitez pas à tweeter. C'est hashtag Merci Cassini pour les tweets en français. Je salue la tweetosphère qui nous suit en direct puisque nous sommes filmés actuellement en direct et c'est publié sur YouTube. Donc je sais qu'il y a des classes et des scolaires qui nous suivent. Alors on va poursuivre par la première table ronde que nous avons préparée. Et donc j'invite Yann Werner, le directeur général de l'ESA, à venir me rejoindre par ici. Et puis Jean-Yves Le Gall à s'asseoir sur la chauffeuse là-bas, le président Catala, de l'Observatoire de Paris également, que vous pouvez rejoindre. Et puis Roger Maurice Bonnet, s'il vous plaît aussi. Et puis Yann Werner, merci infiniment. Vous êtes le directeur général de l'ESA. Vous nous dites quelques petits mots et puis je vous invite à nous rejoindre là-bas. Comme ça, on pourra échanger. Merci beaucoup et bonjour mes amis de l'espace. Je vais parler en anglais parce qu'il plus vite pour moi. So thank you very much that I have the opportunity to talk a little bit about Cassini-Huygens. You heard about different dates, 1997, the launch, 2004, arrival of Cassini and Huygens at Saturn, then 2005, the landing of Huygens on Titan, and of course 2017, that's the grand finale.
But there's another date which I always like to see, and this is 2006. Why 2006? Je vais traduire, s'il vous permettez. Oh, okay, Alors, évidemment, quatre grandes dates à retenir. Le lancement, évidemment, l'arrivée en orbite, la descente sur Titan, et puis la fin aujourd'hui. Mais il y a une cinquième date à retenir, qui est 2006. Yes, at that time, Cassini shot a picture of Saturn, and you see on that picture also the Earth. Eh bien, Cassini a pris une photo de Saturne, et sur cette photo, à contre-jour, en fait, donc le Soleil éclipsé par la planète Saturne, on a pu voir un petit point bleu qui est la Terre. Yes, and this shows us the importance, or the non-importance, of our small, very small planet in the solar system. We all, you are all astronauts on this planet. And for me, this picture shows us that we have to do everything to really maintain this planet in our solar system. Cette photo absolument historique nous replace à notre réelle place dans le système solaire et peut-être même au-delà. Nous sommes tous des astronautes embarqués à bord d'une petite station planétaire, la planète Terre. Yes, and of course, as we heard, Cassini-Huygens was really an international activity. 18 countries were participating, and I'm really happy that I'm, as a Director General of ESA, can look back to a history where I was not a member of ESA, but we, as the European Space Agency, were part of this big endeavor together. C'est effectivement, comme on l'a déjà dit, très important de souligner, de rappeler que 18 pays ont été impliqués dans l'histoire de cette mission spatiale exceptionnelle et que la communauté internationale s'est mobilisée. Et c'est un privilège qu'aujourd'hui, alors qu'il n'était pas membre de l'agence spatiale, Jan Werner puisse regarder en arrière tout le travail accompli. When we are talking about space, we are always hearing, especially from politicians, you have to do something which has a direct return of investment. And for me, it's very nice to see all of you being here, to be just interested in this mission. And I think this is also a message to politicians. And we have to learn that a mission like this is even longer than a political term of a French president. Je crois que tout le monde a compris, mais je vais quand même traduire. C'est un message adressé aux politiciens qui ne devraient pas oublier que leur mandat est bien inférieur à la durée de vie d'une sonde spatiale comme celle de Cassini-Huygens. Yes, and I tell you, in each and every exploration mission, we always get something back also for our Earth. Okay, I can explain which one. For instance, Venus was mentioned. The climate change was not discovered on Earth. It was discovered on Venus. And therefore, don't say that just exploration is something like a game. It's much more than that. It is in our genes that humans try to explore the world. And I think this is a very strong driver. Curiosity is a much stronger driver than just the question of return of investment on the short term. Ce n'est pas simplement de la curiosité, mais effectivement, il faut du retour sur investissement. Et l'un des premiers enseignements en fait, de l'exploration spatiale qui nous concerne au premier chef, c'est en planétologie comparée, on en parlera avec des experts de l'atmosphère tout à l'heure, c'est le changement climatique que l'on vit, que l'on n'a pas découvert sur Terre, mais que l'on a découvert grâce à l'exploration de Vénus notamment. And just final word, I'm a civil engineer. If somebody would give me the task to create our solar system and would say, you have to have a sun and you have to have a planet, then I would, of course, create some sun, and then I would try to make a prototype of planet, and then I would edit and do a different, but always the same type of planets. But if you look into our solar system, each and every planet is different. And Saturn and Titan are even two very different bodies at a in a close region. So therefore, curiosity should give us really the power to look into a universe, to learn about our solar system and beyond. Eh bien, en tant qu'ingénieur, il est ingénieur civil de formation. Si on lui demandait de créer un système solaire, il saurait créer un soleil sans trop de difficultés, mais probablement pas un cortège de planètes aussi hétérogène qu'on a le loisir et la chance d'observer dans notre propre système solaire, ce qui nous donne une petite fenêtre finalement sur le reste de l'univers qu'il va falloir continuer à explorer pour la suite. Merci beaucoup pour votre traduction. Merci beaucoup, monsieur le directeur général.
Alors, messieurs, merci à nouveau à tous les quatre pour votre soutien et votre présence aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser, donc vous avez des micros pour y répondre. On va commencer par Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiales, par exemple. Pour vous, cette mission, elle s'est concrétisée en fait grâce à une collaboration internationale, et essentiellement entre les États-Unis et l'Europe. On a vu, Francis l'a rappelé tout à l'heure, que la France est extrêmement impliquée aussi. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette situation Cassini-Huygens, qui évidemment nous réjouit tous, mais aussi sur le futur? Quelle est la position du CNES par rapport à cela, à cette incroyable collaboration? Non, je pense que comme Francis Rocard l'a rappelé au Caltech, la communauté scientifique française a une spécificité sur l'exploration planétaire. C'est pour cela que la France participe à nombre de missions spatiales d'exploration, bien sûr dans le cadre de l'ESA, qui est notre je dirais, espace de coopération naturelle, mais aussi avec des coopérations en dehors de l'ESA, des coopérations au niveau mondial. Et je pense que cette compétence, eh bien, il faut tout faire pour l'entretenir, parce qu'il faut des missions pour l'entretenir. On l'a vu, vous avez rappelé quelques grands exploits des années passées, mais pour l'avenir, bien sûr, nous réfléchissons. Alors l'avenir, c'est JUICE. Dans le cadre de l'ESA, bien sûr, ça sera une sorte de Cassini, mais adapté au système jovien, donc à Jupiter. D'autres missions d'exploration, coopération avec les États-Unis, avec le Japon, avec quelques autres, parce que l'exploration, c'est quand même finalement ce qui fait que le grand public, et Yann parlait des politiciens, que le grand public, les politiciens s'intéressent au spatial. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui parlent du charme de la propulsion électrique des satellites, même si c'est très important. En revanche, aujourd'hui, tout le monde est branché sur ce qui se passe sur Cassini, et il n'y aura qu'à voir tous les tweets qui seront faits pour s'associer à ce succès, parce que ça parle. Et donc l'exploration, c'est très très important. Je n'imagine pas de programme spatial sans être tiré vers le haut par l'exploration, et notamment celle du système solaire. Claude Catala, vous présidez l'Observatoire de Paris, l'un des plus grands observatoires de la planète, par sa taille, par le nombre de collaborateurs. Il y a des centaines, peut-être plus de 1000 chercheurs, avec Meudon, Nançay et l'ensemble des autres points très importants. Je pense par exemple à tout ce qu'on fait en mécanique céleste par ailleurs, etc. Pour vous, ça doit être une très grande fierté de voir bien tous vos collègues, des membres du LESIA, ici parmi nous, transporter en fait la planète Terre. On l'a vu il y a quelque temps autour d'une comète, maintenant autour de Saturne. Ça n'arrive pas fréquemment quand même qu'on ait autant de chercheurs impliqués dans autant de programmes. Absolument. Alors, vous l'avez dit, donc je crois que les chercheurs, les ingénieurs de l'Observatoire de Paris, et bien sûr le président de l'Observatoire de Paris également, nous sommes tous très fiers de ce que nous avons accompli ensemble avec tous nos collègues dans d'autres institutions françaises, en Île-de-France, ailleurs en France, en Europe et aux États-Unis. Nous sommes tous très fiers de ce qui a été accompli, très fiers de cette mission Cassini. L'Observatoire de Paris, effectivement, a été très fortement impliqué dans la construction de plusieurs des instruments dont on a déjà entendu parler. Vous en avez d'ailleurs un exemple ici. Donc ça, c'est RWS, qui est un instrument qui permet de mesurer les caractéristiques du plasma in situ. Donc ça, c'est en particulier donc l'importance d'une mission d'exploration spatiale, c'est que ça permet d'aller faire des mesures directement sur place. Donc voilà un des instruments qui permet de le faire. Ça nous donne une idée d'ailleurs. Voilà. Ça nous donne une idée de la taille en fait et finalement de l'importance technologique de la mission, parce que là on a concrètement dans une mallette un instrument exceptionnel. Alors bien entendu il s'agit du modèle de rechange, ce n'est pas celui qui est sur la mission. Ce que je voulais dire, c'est que ces instruments en fait sont construits dans le cadre de collaboration internationale. On a déjà dit que cette mission était exemplaire en matière de collaboration entre l'Europe et les États-Unis. Donc cette collaboration, elle a lieu à tous les niveaux, bien sûr au niveau des agences, au niveau des institutions, des universités, aussi au niveau des laboratoires et des équipes dans lesquelles se construisent ces instruments. Et en fin de compte, ces collaborations qui, si vous y réfléchissez, elles sont nées au moment de la conception de la mission, c'est-à-dire dans les années 80, comme on l'a entendu tout à l'heure. Donc là, nous avons des équipes de chercheurs, d'ingénieurs,
dans les laboratoires européens et américains qui travaillent ensemble depuis une trentaine d'années. Et c'est effectivement pour eux, pour nous tous, une fantastique aventure humaine. Roger Maurice Bonnet, tout à l'heure, vous avez ému avec la mission Cassini-Huygens, vous qui avez aussi beaucoup travaillé sur les autres grandes missions spatiales de l'agence spatiale européenne. Si on devait faire un top 3 des missions qui sont chères à votre cœur, ouvrez-nous votre cœur, c'est lesquelles vous placeriez au panthéon, à votre panthéon du top 3? Toutes. Elles sont toutes impossibles. Ce sont toutes des missions impossibles. Et il faut vaincre cette impossibilité. Sur Rosetta, on a vaincu l'impossibilité de tourner autour d'une comète par des magnifiques exercices de circulation spatiale. Sur Huygens, évidemment, et Cassini, ça fait partie des tops, mais je vous dis, Herschel, Hubble Space Telescope, toutes les missions que nous avons entreprises, soit en Europe seule, soit en coopération avec la NASA, ont toutes été des succès. Et toutes. Mais elles étaient impossibles parce qu'elles étaient à la limite de la connaissance. Atterrir sur Titan, c'est quand même une prouesse absolument extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on suivait ça de très très près pour surtout ne pas manquer cet atterrissage. Donc du point de vue du suspense, je dois dire que Titan certainement de ce côté-là est au top 3 parce que quand même le plus lointain atterrissage d'une mission construite en Europe sur une lune de Titan qui est qui était inconnue finalement en réalité. Qui était inconnue parce qu'on savait qu'elle avait une atmosphère, on savait un peu la composition de cette atmosphère, mais on ne pouvait pas voir à travers. Il fallait vraiment regarder un peu dans l'infrarouge, la lumière qui traverse cette atmosphère. Mais on avait imaginé des choses. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, moi, dans les résultats de Titan, c'est que ce que l'on avait imaginé n'était pas faux. on avait vraiment compris ce que devaient nous montrer les images de Huygens. Ce qu'on n'avait pas compris, c'était l'extrême complexité, les détails qui sont apparus sur les images après l'atterrissage. Une atmosphère faite de galets, non pas de roches, mais d'eau glacée, très, très, très dure, comme le disait Jean-Pierre Le Breton. Toutes ces découvertes-là ont été des choses qui nous ont émus. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien y retourner quand même, un de ces jours. Bravo. Yann Werner. Vous vouliez réagir? Oui. The orange one? Okay. I just want to add something. I mean, Roger is saying exactly the right thing, but we have to see it also in some numbers. The distance between Earth and the Sun is 150 million kilometers. But Saturn is 10 times far away, 10 times of this distance. And you saw in the picture the temperature over there. So it's a totally different world. And in this totally different world, to have a spacecraft or two spacecrafts, you cannot manipulate them with a joystick. The signal takes 80 minutes. 80 minutes one direction, 160 minutes both directions. So this is really engineering at its best, and this is something which I also say, I mean, science is excellent, but the engineering as well. Ça se passe de traduction, mais quand même, je vais reformuler rapidement. Évidemment, étant donné la distance incroyable, nous sommes 10 fois plus loin, plus éloignés que la Terre et le Soleil. Donc, évidemment, on ne peut pas télécommander. Il faut être autonome, il faut avoir une ingénierie exceptionnelle, de qualité. On l'a vu avec la sonde Rosetta et Philae, qui a voyagé 10 ans. C'est vrai pour Cassini-Huygens, qui a voyagé 7 ans, dans des conditions épouvantables. Ce ne sont pas des voyages de tout repos, parce que le vide spatial est complexe. Ça me fait penser... Nous avons des astronautes avec nous aujourd'hui, Claudie Aigneret, Jean-François Clairvoy, on les interrogera tout à l'heure, mais ça va jusque-là, puisque vous avez mentionné, Roger, vous avez mentionné le Hubble Space Telescope, très important évidemment pour documenter, et il a été dépanné aussi par des astronautes, et notamment par Jean-François qui est là, il nous donnera son témoignage tout à l'heure, parce que c'est finalement une très grande continuité. C'est ça aussi peut-être, Jean-Yves Le Gall,
c'est d'être finalement résilient, d'avoir une vision. Roger parlait tout à l'heure d'une vision dans les années 80 pour les années 2000. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous-même, vos équipes, vous travaillez avec les autres agences à des visions lointaines comme ça, sur 10, 20, peut-être 30 ans sur l'exploration des corps? Oui, bien sûr, tout le monde pense aller très très loin. Bon, bien sûr, d'abord à l'ESA qui a aujourd'hui une réflexion très prospective et avec des projets plein les cartons. Je reviens sur JUICE qui est quand même considéré dans le monde entier par toutes les autres agences comme la mission d'exploration de la prochaine décennie. Et puis au-delà, on va bien sûr beaucoup plus loin parce que les équipes de Claude Catala fourmillent d'idées pour les années 2030-2040. Alors après, bien sûr, il y a des idées, il faut construire, il faut transformer des idées en projets et en programmes, mais je le répète, finalement, la qualité de notre communauté scientifique fait que quand même, il y a beaucoup de ces missions qui, quelque part, sont, sinon made in France, un peu made in Europe. C'est de là que l'idée originelle, puis après qui se transforme en projet et en programme. Mais je fais confiance à tous les scientifiques pour continuer à nous amener de plus en plus loin. La seule difficulté, bien sûr, ce sont les moyens. Mais aujourd'hui, force est quand même de constater qu'on arrive à faire des choses, et des choses tout à fait intéressantes. Et de ce point de vue-là, la révolution que connaît le spatial avec des capacités de plus en plus grandes, la miniaturisation, le fait que finalement le coût d'accès à l'espace diminue, et ça c'est tiré par ce qu'on appelle le New Space, l'espace commercial, eh bien il faut tout faire pour que les programmes scientifiques en bénéficient. Merci beaucoup. Claude Catala, vous avez on l'a vu et on les verra, on les écoutera tout à l'heure aussi, des scientifiques très impliqués. Est-ce qu'ils viennent régulièrement vous voir avec leurs nouvelles idées? Pourquoi pas un jour se poser sur Pluton ou aller étudier Io ou les satellites géants de Jupiter? Est-ce que ça se passe comme ça? Alors oui, pas tout à fait comme ça. Ils commencent par discuter entre eux, bien entendu. Donc, et comme vous l'avez dit, Jean-Yves Le Gall, il fourmille d'idées, effectivement. Donc les discussions vont bon train dans les équipes. Les nouvelles idées qui émergent de ces discussions sont en général donc, disons, améliorées au fil du temps. Et finissent par arriver dans une instance qui s'appelle le Conseil scientifique de l'Observatoire de Paris, où elles sont discutées, parfois comparées entre elles, parce qu'il peut y avoir plusieurs idées qui apparaissent et qui peuvent sembler, disons, incompatibles entre elles. Et l'Observatoire de Paris peut avoir de temps en temps les moyens de financer, non pas les missions spatiales, bien entendu, mais des études ou des actions de recherche et développement spécifiques pour faire avancer telle ou telle technologie dans telle ou telle direction. Et donc, si vous voulez, toute cette avancée et de ces idées peut se concrétiser de cette manière-là à l'Observatoire de Paris. Et lorsque les idées donc, ont finalement percolé jusqu'à devenir de vrais projets de mission spatiale, le débat se transpose évidemment ailleurs, et notamment au CNES et à l'ESA. Roger Moës-Bonnet, si vous deviez... si vous étiez encore aux manettes et à la décision, si je puis dire, si vous deviez choisir un astre dans le système solaire à explorer, lequel choisiriez-vous maintenant et pourquoi? Notez les autres, hein, vous rigolez, les autres scientifiques, mais vous y passerez tout à l'heure aussi. Préparez la réponse. Ben, il y en a deux. Il y a le Soleil, parce qu'il ne nous a pas encore révélé tous ces mystères, et c'est la seule étoile qu'on puisse regarder, le seul astre qu'on puisse regarder de près, même le jour. C'est pour moi très important, à la fois parce que j'ai travaillé beaucoup là-dessus, mais aussi parce qu'on comprendra un peu mieux comment nous sommes arrivés dans cette partie de la Voie lactée. Puis le deuxième, je dirais que c'est bien Titan. Moi, j'ai toujours dit, il faut retourner là. Et quand on m'a dit, on va aller sur Jupiter, moi, je ne proposerai pas ça, honnêtement, je le dis. Hein. J'irai sur Titan. Et Jean-Pierre peut le confirmer, parce que c'est un monde complètement nouveau. C'est le nouveau monde du système solaire. Et le survol, par exemple, de Pluton ne vous a pas attisé l'appétit? Non. Bon, c'est clair. C'est clair. Très bien. Bah,
Au moins, c'est clair. Yann Werner, alors justement, qu'est-ce qu'il se prépare au sein de l'Agence spatiale européenne, même si tout à l'heure Olivier Vittas nous en parlera plus en détail. Qu'est-ce qu'il se prépare au sein de l'Agence pour les prochains grands moments? Okay, so of course we are preparing JUICE, as Jean-Yves was mentioning. JUICE is also very cold. The icy moons of Jupiter, it's very cold, as Titan, as Saturn. We are also going the other direction. We have a solar orbiter, which is looking to the sun very soon. Bepi Colombo, going to Mercury. This is a very challenging mission because if you go to Saturn, you have to go a long way and you would like to go in orbit. If you go the other direction to the sun, the most dangerous thing is that you pass by Mercury and you are in the sun. And this is not what we want to do. Maybe you can translate first. Oui, alors trois grands programmes majeurs. JUICE d'abord, pour aller explorer l'environnement de Jupiter. Donc c'est aussi froid que finalement l'environnement de Saturne. C'est moins loin évidemment, mais ça n'en est pas moins remarquable. D'abord par la diversité des grands satellites galiléens dont on parlera tout à l'heure, mais aussi par l'élément radiatif. La deuxième grande mission à venir, c'est Solar Orbiter. Donc pour répondre à Roger Maurice Bonnet, du coup on va aller vers le Soleil, explorer notre étoile, parce qu'elle révèle encore enfin, elle a beaucoup de secrets à révéler encore. And Mercury, Bepi Colombo. Et évidemment, la troisième, c'est Bepi Colombo avec Mercure, la planète Mercure, qui finalement a été peu explorée par le passé, mais qui est tout à fait dangereuse, parce que si on loupe l'insertion en orbite, évidemment, la station d'après, c'est le Soleil, et c'est une station terminus. And the next thing is, of course, we have to go much further into the solar system. And this is a problem we cannot do with our spacecrafts only. And therefore, we are planning a very nice thing which, with 3 spacecrafts, which is called LISA. And this is a mission which should look into the universe, looking to gravitational waves. So far, we can look like with our eyes to normal light and infrared and all of this. We can look to radio waves. But LISA will look into space for gravitational waves, and this hopefully will give us a very new understanding of the universe in really big distances. We are not talking about 10 times the distance between Earth and the Sun. We are talking about light years and maybe even a million of light years or whatever. So really far away, far away. Évidemment, l'autre très très grande aventure, c'est malheureusement pas celle de vaisseaux spatiaux et de robots qui vont sortir du système solaire, mais c'est l'exploration depuis la Terre ou depuis l'orbite proche par des instruments d'exception, des grands radiotélescopes, des grands observatoires au sol ou en orbite pour explorer l'univers profond, l'univers lointain. On parle de millions d'années-lumière de la Terre. Ce n'est évidemment plus du tout les mêmes échelles de temps et de distance surtout. Et on n'étudie pas la même chose, mais quand même, on se travaille sur nos origines. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir, de faire un triomphe pour ces 4 témoins. Merci beaucoup.